dialogue aujourd'hui sur la question essentiellement des forêts, pas uniquement des arbres. Cette fois-ci, on va beaucoup parler des forêts et on va le faire avec Daniel Sabatier, qui est chercheur qui a été chercheur en retraite depuis quelques mois, et puis qui a été chercheur, écologue à l'IRD, l'Institut de recherche sur le développement. Donc je vais le laisser se présenter aussi un petit peu, et puis en même temps, derrière, vous allez voir, d'hélicoptères, hein, je pense, où on peut admirer la forêt guyanaise dont il va nous parler. Voilà, Daniel Sabatier, merci en tout cas d'être venu. Messieurs, dames, bonsoir. Merci à mon tour d'être là. Alors, je vais évoquer les forêts du monde, mais surtout les forêts tropicales humides, parce que c'est celle que je connais le mieux, mais aussi parce que c'est dans ces forêts tropicales humides que de grands bouleversements sont en cours, et on va les évoquer. Elles ont aussi un rôle à jouer dans l'évolution de nos climats et dans, disons aussi, les ressources qu'on peut attendre de ces forêts, etc. Donc là, comme le disait Thierry, je vous présente en préambule, hein, pour vous mettre un peu dans l'ambiance, une séquence qui a été filmée au-dessus de la forêt guyanaise, et qui est filmé d'hélicoptère avec une caméra, vous savez, qu'utilisent ces jeunes, là, qu'on appelle les caméras GoPro. Et ces caméras GoPro, elles sont avec un grand angle. Et donc, vous voyez, elle a été fixée sur la pare-brise de l'hélicoptère. Et c'est ce qui fait cet aspect grand angle. Vous voyez que la forêt que l'on voit défiler sous nos yeux, elle n'est pas uniforme. Parfois, on voit de petits arbres, vous voyez, pleins de lianes. D'autres fois, on voit des grands houppiers. C'est plus ou moins dense. Donc, la forêt tropicale et la forêt guyanaise, c'est absolument pas une forêt uniforme. C'est une forêt très, très diversifiée, à la fois par les espèces qui la constituent, mais aussi par la forme du couvert forestier. Donc, là, on va aller jusqu'à une station de recherche qui s'appelle la station d'Enourag. Et cette station de recherche, nous l'avons implantée en 1986, et elle était, à l'origine, le site avait été choisi par le Muséum d'histoire naturelle et pour faire les études sur la forêt guyanaise. Donc là, on va laisser le film aller jusqu'à cette station, et vous allez voir, en quelque sorte, dans quelles conditions nous travaillons. Et là, ce sont les conditions les plus facile, on va dire. C'est une station extrêmement bien implantée. La voici. Voilà, vous voyez, c'est pas grand. On voit sur le côté gauche, on voit la zone de posée. L'hélicoptère tourne. Voilà, on en voit l'ombre. Et quand il sera posé, je pourrai m'arrêter. Voilà, on va se poser sur la zone de posée, c'est bon. Hop. Donc là, voilà. Maintenant, je vais passer sur mon exposé à proprement dit. Donc, je suis écologue, je suis botaniste, et j'ai travaillé dans plusieurs contextes, mais le dernier contexte dans lequel j'ai travaillé, c'est l'unité de recherche mixte AMAP qui se trouve à Montpellier, et je faisais partie, parce que j'ai encore du mal, je faisais partie de l'Institut de recherche pour le développement jusqu'au mois de janvier dernier. Donc, bon, je suis encore dans ma tête, encore pas mal dans ces choses-là. Du coup, je vais vous parler des végétations forestières dans le monde dans un premier temps et vous montrer à quel point les forêts tropicales humides, hein, qui se situent évidemment dans la zone intertropicale,
vous savez tous que la plus grande, hein, celle du bassin amazonien, se situe en Amérique du Sud, celle du bassin du Congo en Afrique, et puis les forêts du sud-est asiatique. Mais on a des forêts tropicales humides aussi à Madagascar. Vous voyez en vert sombre sur le versant est de Madagascar, un petit peu en Australie où on ne les voit pas. Mais évidemment, c'est la forêt tropicale amazonienne qui est la plus vaste. Il y a d'autres forêts assez vastes dans le monde, ce sont les forêts boréales, mais là je vous ai mis en rouge une aide pour la lecture de l'échelle des distances. Quand on a ce genre de représentation cartographique, méfiez-vous toujours, au niveau des pôles, les distances sont distendues. Et donc on a l'impression que les forêts boréales sont aussi grandes que les forêts tropicales sur cette carte. C'est un artefact. Donc c'est pour ça que je vous ai mis une aide. Et alors, on peut regarder les surfaces forestières, mais on peut, par la télédétection notamment, faire une évaluation de la couverture occupée, la couverture surfacique occupée par les arbres. Et là, on fait ressortir encore mieux que l'Amazonie, c'est vraiment le pays des arbres. En Amazonie, nous avons estimé avec nos collègues, car ce n'est encore qu'une estimation, qu'on peut rencontrer près de 16 000 espèces d'arbres. Voilà, donc ça vous dit un peu. On a fait également une publication qui montre que nous en connaissons actuellement un peu plus de 11 000. Ça voudrait dire, si nos estimations ne sont pas fausses, qu'on a encore plusieurs milliers d'espèces d'arbres à découvrir. Il est probable que nous fassions des erreurs, parce que c'est très difficile de faire ces estimations à ces échelles-là. Mais bon, voilà, on en connaît déjà plus de presque 12 000. Quoi. Et nous en découvrons sans arrêt. Chaque année, nous en décrivons, et personnellement, je contribue aussi à la description de ces espèces. C'est pourquoi j'ai voulu vous illustrer des espèces que nous avons décrites avec mon collègue très récemment. Hein. Voilà, donc ça donne lieu à des publications avec des illustrations assez sympathiques. Une que nous publions en ce moment, qui est un arbre de la forêt guyanaise qui dépasse 65 mètres de haut. Et voilà, nous l'avons mis en évidence comme une espèce non connue. Alors évidemment, voilà, c'est un grand arbre et le collègue du parc amazonien, vous voyez, apparaît tout petit à côté de son tronc. On ne découvre évidemment pas que des arbres. Chez les plantes, parfois on découvre de vraies petites merveilles, comme cette Asclepiadacée, qui maintenant est passée dans la famille des Apocinacées. Hein. Mais donc, on a des choses très très belles. Ce sont des lianes. Celle-ci n'est pas encore décrite, elle est en cours de description. C'est une aristoloche. Évidemment, il n'y a pas que des plantes qui sont découvertes, il y a beaucoup d'insectes, beaucoup de micro-organismes, beaucoup de vers de terre, voilà, et parfois même des mammifères. Donc, ça, ce sont les composantes de l'écosystème. Hein. Donc, nous y travaillons, et particulièrement, je suis spécialisé sur la connaissance des arbres. Les écosystèmes forestiers tropicaux humides, souvent on utilise l'acronyme FTH, ils sont vastes. Et donc une forêt, voilà, nous en discutions tout à l'heure, une forêt ici, on peut appeler forêt quelques hectares de terrain, parfois même, beaucoup moins, sur une colline. Ici, on a des millions d'hectares. Donc on est dans une dimension très particulière. Ça fait partie des grands biomes de la planète, comme les déserts, comme les océans. Ces biomes sont caractérisés par leur continuité. Il n'y a pas de barrière réellement infranchissable pour les espèces. Évidemment, les grands fleuves font partie de ces barrières. Hein. Mais il y a toujours un oiseau, un mammifère, pour faire transiter les graines de part et d'autre du fleuve. Donc ce sont des espaces plutôt continus.
Ils sont parfois uniformes, mais souvent ils sont contrastés avec des végétations forestières qui ont des nuances, comme je vous ai montré dans le film. Et puis, souvent, ils sont anciens et on a du mal même à dater leur mise en place. Hein. Donc, ces trois caractéristiques, au moins, confèrent des propriétés écologiques très particulières aux forêts tropicales. Et donc, je vous évoquerai ces propriétés. Évidemment, on peut en trouver d'autres, hein, mais on mettra l'accent dans cet exposé sur la circulation de l'eau dans l'écosystème. On mettra l'accent sur le stock de carbone que représentent ces forêts. Et puis j'évoquerai aussi les propriétés biotiques, hein, c'est-à-dire la diversité des espèces et le maintien de cette diversité des espèces. Donc, le cycle de l'eau. La forêt tropicale, et la forêt tropicale humide particulièrement, ne peut pas s'envisager sans cette eau. On n'est pas dans un milieu aquatique, mais on est dans un milieu qui est noyé d'eau en permanence. Et l'air lui-même est saturé d'eau. Donc, ce qui rend le travail en forêt tropicale humide parfois un peu difficile quand on n'y est pas habitué, puisque il fait chaud et l'air étant très humide, plus de 98 ou 19% d'hygrométrie, et donc on transpire beaucoup, mais on s'adapte quand même. Donc ces forêts tropicales humides ont une atmosphère très particulière, et quand les masses d'air ont survolé des végétations telles que la forêt tropicale humide, mais aussi d'autres végétations denses en arbres, ces masses d'air se chargent en humidité, et à ce moment-là, on s'est aperçu que lorsque des masses d'air sont passées au-dessus des forêts, elles donnent au moins 2 fois plus de pluie, hein, que des masses d'air qui n'ont pas transité au-dessus des forêts. Et ça, c'est un résultat très important. Là, je vous montre un peu comment cela se passe, très schématiquement. Imaginez-vous au bord de l'océan Atlantique avec la Guyane, par exemple, au bord de l'océan, côté est, évidemment. L'air des alizés, le vent des alizés souffle d'est en ouest, et c'est le flux humide qui est matérialisé par la grosse flèche. Sur le continent, ce flux océanique apporte des pluies en zone côtière. Ensuite, se produit un phénomène que vous connaissez, hein, qui est l'évapotranspiration. C'est quoi l'évapotranspiration ? C'est non seulement l'évaporation physique par les surfaces mouillées, mais c'est aussi les plantes qui, par leur feuillage, transpirent l'humidité qu'elles ont puisée au niveau des racines. Et donc, ces plantes contribuent à remettre en circulation l'humidité de telle sorte que l'air, sans arrêt, est réhumidifié et reste, malgré la pluviométrie, hein, qui est une façon de purger l'air de son excès d'humidité. Eh bien, les plantes redistribuent dans l'atmosphère cette humidité, et le cycle continue sous la forme de cellules de convection, hein, qui de proche en proche se déplacent et font pénétrer à l'intérieur du continent les masses d'eau, hein, qui alimentent les fleuves évidemment, mais qui alimentent les sols. Si vous coupez la forêt, il se passe une rupture de cette redistribution de l'eau dans l'atmosphère, et à ce moment-là, la pluviométrie va diminuer. Donc ce phénomène-là, que je décris de manière assez succincte, il a été étudié. Et alors, est-ce qu'au fond, vous voyez cette carte ? C'est pas évident. Mais donc, cette carte montre la fraction de précipitation
à l'échelle des continents, qui a une origine continentale, c'est-à-dire, comme je vous l'ai expliqué, qui s'est évaporé et évapotranspiré au-dessus des continents. Hein. Et donc, vous voyez que plus on passe du bleu vers le rouge, hein, plus la fraction de l'eau qui a une origine continentale est forte. Est-ce que le pointeur... Oui, vous voyez le pointeur. Hop. Vous voyez, la Guyane est ici. Donc, dans mon petit schéma de tout à l'heure, nous étions là, où je vous ai mis le... Voilà. Et donc, le flux que je vous indiquais, il est dans ce sens-là, un peu légèrement nord-sud. Et donc, petit à petit, les masses d'air pénètrent les continents, se chargent à l'humidité d'origine continentale, c'est-à-dire évapotranspirée par les plantes. Et donc, sur la frange est du continent, on a le bleu, c'est-à-dire l'eau de pluie est d'origine océanique. Et petit à petit, à l'intérieur du continent, l'eau de pluie est d'origine continentale. Elle a été évapotranspirée plusieurs fois. Et donc, ce phénomène-là, il est valable pour la zone amazonienne, mais également africaine, pour l'Asie, à tel point que, en Chine par exemple, il y a actuellement des grands programmes de replantation de vastes massifs forestiers, parce que les chercheurs ont compris là-bas que pour, disons, tamponner les effets du climat, hein, de sécheresse du climat, etc., il faut que l'eau de pluie circule et puisse se remettre dans ce circuit qui alimente la progression de l'eau vers l'intérieur des continents. Nous, ici, en France métropolitaine, nous ne sommes pas dans ce système. Vous voyez que la plupart de l'eau que nous recevons est d'origine océanique. Alors, la deuxième carte, c'est la fraction de l'eau d'origine continentale qui redonnera des précipitations. Donc vous voyez que sur l'Amazonie, toute l'eau, on est à plus de 90%, l'eau qui s'évapore sur la forêt amazonienne va redonner des précipitations sans arrêt. C'est valable également sur les massifs africains, mais surtout l'est des massifs forestiers africains, vous voyez, mais aussi sur les zones qui ne sont pas forestières. C'est-à-dire que les zones sahéliennes, par exemple, bénéficient de ces eaux atmosphériques d'origine forestière continentale. C'est valable également pour l'Asie. Donc c'est un phénomène extrêmement important. Cette carte-là, elle commence à dater. Il y a eu des études plus récentes qui confirment complètement ce phénomène avec des variations, vous le comprenez bien, de l'intensité du phénomène, de la cartographie, etc. Mais ce principe-là n'est absolument pas remis en question. Et donc, voilà, c'est l'un des rôles macroécologiques, on va dire, des forêts tropicales. Dans le contexte des changements climatiques, les prévisions sont plutôt pessimistes concernant l'évolution des pluviométries. Et vous voyez que dans cette étude, en brun sombre, ce sont les déficits d'humidité. Hein. Et donc l'Amazonie serait plutôt d'après les modèles, serait plutôt dans une zone de déficit d'humidité. C'est pareil pour nous, hein, ceci dit. Après, la modélisation a ses limites et sans arrêt, de nouvelles études viennent corriger ou modifier cette vision. Hein. Mais pour l'instant, nous en sommes dans ce genre de prévisions qui ne sont pas très favorables, pour le moins. Là, je vous montre simplement la concordance qu'il y a entre ce qui était prévu par un modèle concernant l'humidité des sols cette fois. Et puisque on observe par satellite, on arrive par satellite à détecter des choses comme l'humidité des écosystèmes ou des sols, et on a une concordance au moins partielle
entre la prédiction du modèle ici, un déficit, ce coup-ci le déficit est en rouge, désolé, mais ce n'est pas moi qui ai fait les cartes, donc c'est à l'inverse de tout à l'heure. Le déficit colle avec l'observation. Donc on a vraiment le sentiment que l'évolution est en marche, mais vous en êtes rendu compte ici aussi. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est la séquestration du carbone. L'un des principaux gaz à effet de serre, vous le savez très bien, c'est le CO2. Le CO2 est donc constitué d'un carbone et de deux oxygènes. Ce carbone, il constitue aussi la matière organique, la matière vivante et la matière organique des écosystèmes. Les forêts tropicales humides sont parmi les écosystèmes qui renferment le plus de carbone. Donc, j'ai mis des chiffres, mais ce n'est pas l'aspect important des choses, mais ça donne des dimensions quand même. On raisonne soit en matière sèche, soit en tonnes de carbone. Et donc, une forêt tropicale humide, c'est 300 à 500 tonnes de matière sèche végétale à l'hectare, dont un tiers à peu près est souterraine et 2 tiers environ est aérienne, c'est-à-dire les branches, etc., les feuilles, et 1 tiers les racines. Il y a également du carbone dans les sols, énormément de carbone dans les sols. Et donc, ça, c'est la matière organique des sols. Quand on vous donne une biomasse en matière sèche, comptez que vous avez à peu près la moitié de cette biomasse qui est constituée qui est du carbone. Donc, parfois dans les articles de journaux, dans les conférences, etc., vous entendrez parler de biomasse, vous entendrez parler de masse de carbone. Si on vous parle en biomasse sèche, vous divisez par 2, vous avez à peu près la teneur en carbone. Et donc les grands biomes forestiers renferment, donc les grands biomes forestiers que je vous ai présentés dans la première carte, ils renferment plus de carbone que ce qu'il y en a dans l'atmosphère actuellement. Donc si jamais on libérait d'un seul coup tout le carbone qui se trouve dans les écosystèmes forestiers, on doublerait, plus que doublerait la teneur en carbone de l'atmosphère. Donc c'est conséquent, quoi. Et donc les forêts tropicales représentent plus de la moitié de ce stock de carbone des systèmes forestiers. Alors, quand on a un stock de carbone, et on est très content parce que c'est ça de moins qu'il y a dans l'atmosphère, mais on était jusqu'à très récemment très satisfait aussi de voir que les forêts tropicales captent toujours du carbone. C'est ce qu'on appelle, vous avez dû entendre parler d'un effet de puits. C'est un puits de carbone, c'est-à-dire qu'elles puisent dans l'atmosphère, ces forêts, du CO2 via ce qu'on appelle la photosynthèse, que vous connaissez, et stockent ce CO2 sous la forme de bois ou de matière organique dans les sols. Et ce dont on s'est aperçu relativement récemment, c'est que, au moins dans certains grands massifs forestiers comme l'Amazonie, ce puits de carbone est en train peu à peu de diminuer. Alors c'est le graphique, je suis désolé de vous montrer des graphiques, c'est peut-être pas ce que vous attendiez, mais pour comprendre les choses, parfois ça aide. Vous avez un graphique qui n'est pas très compliqué. Il y a 2 éléments en bas qui sont, d'une part, le stockage du carbone, ce qui est appelé productivité, et d'autre part, ici, la mortalité des plantes, qui va redonner ce carbone à l'atmosphère, pour faire simple. Et tout ça observé entre la période 1985 et 2011, si je me souviens bien. Et vous voyez que le bilan de ces 2 processus, l'absorption d'un côté, la réémission du carbone de l'autre, eh bien ce bilan, à part un accident ici aux environs, un peu avant l'année 90, à part cet accident-là, on est toujours au-dessus de la ligne bleue qui représente l'équilibre, le zéro. Donc
jusqu'à maintenant, les forêts tropicales ont un bilan positif en termes de stockage de carbone. Elles en accumulent encore. Mais vous voyez, la pente n'est pas très favorable. Elle diminue progressivement et on craint que prochainement, elle passe en dessous du zéro. C'est-à-dire que de stockage de puits de carbone, les forêts passent à émettrices de carbone. Et ça ne sera pas favorable. Dans un premier temps, ce sera ténu, mais bon, ce sera une perte, en quelque sorte, d'un processus qui nous était bénéfique. Donc ça, bon, c'est une mauvaise nouvelle. On ne sait pas trop, pour l'instant, dire précisément à quoi attribuer ce phénomène. Alors, je vous ai précisé que c'était une étude sur la forêt amazonienne. Elle porte sur 321 parcelles de forêt. Ça a l'air d'être beaucoup, 321 parcelles de forêt, mais c'est peu. Donc peut-être qu'il y a de l'erreur là-dedans, enfin de l'imprécision, on va dire. Et donc, mais c'est peu probable que la tendance soit inversée par un plus grand nombre d'études. Donc, il y a eu une même étude comme ça en Afrique, et là, on s'est aperçu que les forêts africaines ne suivaient pas cette trajectoire-là pour le moment. C'est-à-dire qu'elles sont sur une trajectoire à peu près constante de captage du CO2. Et donc, on se dit alors, c'est pas un problème global, mais c'est un problème, disons, entre guillemets, local, continental, qui est un processus local qui fait que ces forêts n'évoluent pas de la même manière. Alors, parmi les processus qui sont à l'œuvre en forêt, je voulais vous parler du processus de renouvellement de la forêt, du renouvellement naturel de la forêt, qu'on appelle la dynamique forestière ou le turnover forestier. Je vous ai fait un petit schéma à gauche qui vous montre une forêt qui a eu des arbres qui ont été couchés par un phénomène naturel comme des grands vents, etc., et qui se régénère et reconstitue sa structure. Et c'est ça que nous appelons la dynamique forestière. Cette dynamique forestière, elle existe dans toutes les forêts, y compris dans les forêts que nous trouvons ici chez nous, sauf que chez nous, la plupart de nos forêts sont gérées, et donc on a très peu à l'esprit ce renouvellement permanent de la forêt. Chez nous, en Europe, c'est plutôt le forestier qui décide quand la forêt va être renouvelée. Dans les forêts tropicales humides, et dans les forêts tropicales en général, pour le moment, c'est encore le processus naturel qui domine et qui fait qu'en permanence, la forêt se déstructure, se démolit et se reconstruit. Et ce phénomène de démolition et de reconstruction, évidemment, il est sensible aux aléas climatiques, à la puissance des vents, à la quantité d'eau qui arrive au sol, et parfois de manière catastrophique, comme on le voit ici aussi. Et donc, ce processus-là pourrait être accéléré par les changements climatiques. Parmi les effets du changement climatique, il y a une accélération et une augmentation de la puissance des échanges thermiques, des échanges de masse atmosphérique, etc., qui se traduisent par plus de tempêtes, plus de turbulences. Et ça peut accélérer la dynamique forestière. Un autre phénomène qui accélère la dynamique forestière, ce sont les sécheresses. Si vous avez des événements de sécheresse, vous avez un impact négatif sur les arbres qui peuvent être attaqués alors par des champignons, même si l'arbre ne meurt pas de la sécheresse. Et ça, je pense que vous pouvez le voir ici autour de vous. C'est un phénomène que l'on connaît ici. Certains arbres, pendant la grande sécheresse de 2017, sont morts de suite. Puis d'autres, non, ont survécu, mais finissent au final par mourir. Des champignons se sont installés dans leur bois, dans leurs racines, et l'arbre finit par mourir. Et la photo de droite montre un arbre qui a été cassé par un énorme coup de vent.
Vous voyez mes collègues au pied de cet arbre. Donc l'arbre s'appelle Ubérodendron. C'est un des géants de la forêt. Donc il faisait une 60aine de mètres de haut. Et voilà que sa vie a été écourtée par un gros coup de vent. Les événements atmosphériques comme les grosses pluies, les coups de vent, etc., sont une cause importante de la mortalité des arbres. Et ici, vous voyez le système racinaire mis à jour d'un arbre forestier de Guyane qui a été basculé lors des fortes pluies. Vous pouvez voir des choses qui ressemblent à ça ici aussi. En voici un qui est très grand aussi, dont le système racinaire a été soulevé, et nous nous sommes abrités derrière cet écran pour faire une pause lors de nos travaux. Il y a des perturbations, même en zone intertropicale. Alors je vais vous dire pourquoi je dis même en zone intertropicale. Il y a des perturbations de type tempête, hein, qui peuvent raser plusieurs hectares de forêt, comme ça s'est produit chez nous dans les Landes, par exemple. Alors je vous dis, même dans la zone intertropicale, parce que souvent vous entendez aux informations parler des cyclones et des ouragans. Et on se dit, c'est les tropiques, c'est normal, c'est les cyclones. Quand on va vers l'équateur, les cyclones et les ouragans ne descendent pas au-dessous d'une certaine latitude, en direction de l'équateur, parce qu'il y a un phénomène physique qu'on appelle la force de Coriolis, qui est liée à la rotation de la Terre, qui contrecarre la rotation des cyclones. Et donc les cyclones sont dans la zone tropicale, mais pas dans la zone équatoriale. Donc ces forêts qui sont souvent, on va dire, équatoriales, ne subissent pas les cyclones. Par contre, les forêts tropicales au Mexique, aux Antilles ou dans d'autres secteurs, subissent les cyclones. Par contre, on a observé des phénomènes quand même de type tempétueux qui peuvent, comme ces images de télédétection le montrent, concerner des centaines d'hectares. Et voici ce qui se passe après. Là, on est venu voir ce qui s'était passé. Quand la forêt a été détruite, elle se régénère. Et là, vous avez une seule espèce qui domine, qu'on appelle le bois canon en Guyane, et qui s'installe dès que la forêt a été coupée. Il y a des milliers de graines de cette espèce-là dans le sol. Et quand la forêt a été coupée, les graines sont activées par la lumière du soleil et se mettent à germer et régénèrent la forêt. Mais avant d'obtenir une forêt comme celle qu'il y a sur les bords, il va se passer plusieurs siècles. Voilà. La troisième chose dont je voulais vous parler, c'est que ces écosystèmes forestiers sont, je vous disais, continus. Il n'y a pas de grande barrière. Et parmi les phénomènes qui contribuent à la grande diversité des espèces, végétales mais pas uniquement végétales, de beaucoup d'espèces, il y a la possibilité pour les espèces de migrer dans ce grand ensemble. Et pour les plantes, cette migration, on comprend qu'elle se fait via ce qu'on appelle la dissémination. Donc là, je vous ai mis l'image d'un coq de roche qui a dans son bec une graine, un fruit plutôt, et donc il va transporter cette graine à plusieurs centaines de mètres, voire kilomètres, de l'endroit où il l'a trouvé. Et donc cette migration permanente permet de compenser à la fois la mortalité, la disparition de certaines espèces dans certains secteurs où elles étaient présentes, et au contraire, elles apparaissent dans d'autres. Et c'est un paramètre important des modèles que l'on fait pour comprendre mathématiquement, pour essayer d'approximer mathématiquement ce qui se passe. Je ne vais pas vous détailler le modèle, c'est pas l'objet du jour, mais simplement, c'est juste pour vous dire que dans ces modèles, on tient compte d'un paramètre important qui est le paramètre migration. Et au passage, vous voyez la carte qui montre les points d'étude que nous avons dans le réseau auquel donc j'appartiens, le réseau Amazon Tree Diversity Network, que vous pouvez retrouver sur Internet par exemple. Et nous avons des points de mesure, et ce sont les points que vous voyez sur la carte. Parmi les choses que l'on peut mettre en évidence grâce à ces modèles,
c'est, je vous disais en entrée, le grand nombre d'espèces qu'on peut attendre dans cet écosystème. Ce graphique, alors lui, je vais vous le détailler légèrement. Il n'est pas très difficile à comprendre. C'est un graphique qu'on appelle rang abondance. Rang parce que les espèces sont classées en rang en fonction de leur abondance, c'est-à-dire du nombre d'individus que l'on attend dans la forêt. Et donc, vous avez à l'extrémité ici les espèces qui, théoriquement, ne seraient représentées que par un seul individu. Et puis, les espèces ici, qui sont représentées par 10 milliards d'individus. Vous voyez le genre d'échelle. Et le petit trait ici en pointillé vous montre le nombre d'espèces, c'est-à-dire là de un peu plus de 5000 jusqu'à près de 16 000, donc près de plus de 10 000 espèces en théorie, qui ne seraient représentées que par, je dis que par, 1 million d'individus au plus. Hein, et donc théoriquement, ces espèces-là constituent plus de la moitié des espèces. Hein. Je pensais avoir mis le pourcentage quelque part. Et donc, elles constituent plus de la moitié des espèces, mais elles ne constituent que 0,12%, même pas 1%, vous voyez, des arbres de la forêt. La forêt amazonienne est essentiellement constituée par des espèces relativement abondantes, voire très abondantes. On les appelle les hyperdominantes. Vous voyez, c'est la barre rose ici. Elles ont près d'1 milliard d'individus dans la forêt, ou plus, alors que beaucoup d'autres ont très peu d'individus. Et c'est ce qui rend la diversité fragile. C'est-à-dire que quand vous coupez une forêt, vous coupez des espèces extrêmement abondantes, et à côté, vous coupez des espèces extrêmement rares. Et comme elles sont extrêmement rares et peu, avec des populations faibles et peu distribuées, eh bien, l'extinction est possible. Voilà. C'était ce que je voulais vous dire à propos de ce graphique, j'espère. Alors, par contre, je vous donne un exemple concernant la forêt guyanaise. Cet arbre-là, qui s'appelle Qualéa moribumi, en hommage à deux collègues botanistes, il a été décrit il y a quelques années seulement. Et il est connu que de quelques populations très localisées. Fort heureusement, je dis fort heureusement, ces populations-là sont identifiées. L'ONF, avec qui on travaille beaucoup, identifie aussi ce genre d'espèces et met en réserve les forêts qui contiennent ce genre d'espèces. Donc on a une gestion en Guyane qui cherche à préserver les espèces fragiles, les espèces rares. Tout n'est pas parfait encore, hein, mais on a, disons, cette dynamique-là qui est intéressante. Donc les forêts tropicales, on peut se demander si leur disparition est programmée finalement, parce que elles sont attaquées de toutes parts pour l'exploitation du bois, pour l'utilisation des terres pour l'agriculture. Et donc là, on a deux visions différentes qui sont des résultats issus de la télédétection aussi. Hein. Donc, je vous mets beaucoup de cartes, ça vous fait une vision du monde, mais c'est intéressant, je crois, d'avoir ces visions un peu globales. Vous voyez que l'Amazonie est verte. Attendez que voilà, l'Amazonie ici est plutôt verte, c'est-à-dire plutôt bien conservée, sauf dans sa partie sud, vers la partie brésilienne de l'Amazonie, en direction du Mato Grosso, etc., où là, on a de grandes taches rouges, et ça, ce sont les pertes de surface forestière. Et donc, en violet, par contre, ce sont les zones qui ont été en renouvellement. Et là, qu'est-ce qu'on voit ici? Je vous attire votre attention sur le sud-est asiatique. Pratiquement une grande majorité des forêts du sud-est asiatique sont des forêts en renouvellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles ont été coupées
et qu'elles sont en train de se régénérer. Mais comme je vous le faisais remarquer tout à l'heure, lorsqu'une forêt se régénère, elle ne sera comparable à celle que l'on a coupée qu'au bout de plusieurs siècles. Ça veut dire que ce n'est pas du tout les forêts tropicales humides d'origine qui sont là, même si on peut considérer que ce sont des surfaces forestières. Ici, sur la carte du bas, vous avez une autre vision par un autre auteur qui, lui, cherchait à montrer les zones, entre guillemets, sauvages, wilderness, c'est-à-dire où il n'y a pas de route, où il n'y a pas d'exploitation, etc. Et là, la vision est beaucoup plus pessimiste pour l'Amazonie, parce que vous voyez qu'on n'a plus que des lambeaux d'Amazonie qui sont l'Amazonie sauvage. L'Afrique, c'est pire. Le sud-est asiatique, comme je vous le faisais remarquer tout à l'heure, il n'y a plus de zone sauvage pratiquement, à part à Bornéo ici. Sauvage au sens de cette hauteur-là, c'est-à-dire à une certaine distance des routes et de l'accessibilité et des exploitations, etc. Alors, pourquoi ces forêts-là sont transformées? Eh bien, parce qu'on fait des pistes pour accéder aux ressources. Ici, vous avez un paysage avec des pistes fraîchement faites. Et sur la photo en bas à droite, vous avez un paysage qu'on appelle d'orpaillage, c'est-à-dire où on a exploité l'or secondaire, l'or qui s'est déposé dans les ruisseaux et les rivières, qui s'est déposé dans les alluvions, dans les graviers fossilisés pour certains, des rivières. Et donc pour accéder à cet or, eh bien, de vastes zones de forêt sont chamboulées avec des bulldozers, le sol est complètement mis en dessus-dessous, et les boues sont évacuées dans les rivières. Ce qui fait qu'en Guyane notamment, pour ce qui nous concerne, la pollution des rivières par les boues issues de l'orpaillage est énorme. Il y a évidemment l'exploitation forestière, il y a la constitution de barrages, et il y a, oui, encore une photo et il y a aussi la nécessité de terres agricoles. Alors, bien évidemment, ce serait un peu simpliste de dire il ne faut pas couper la forêt, mais les gens qui vivent là ont besoin aussi de terres agricoles, parce que les populations augmentent, les populations migrent, et donc ce n'est pas par détestation de la forêt que les gens font ça, c'est parce que aussi ils ont besoin de cette ressource-là. Il y a également des phénomènes au Brésil d'accaparation par des grands propriétaires de grandes surfaces. Mais donc les fronts pionniers tels que celui que je vous montre, ce sont de petits agriculteurs nombreux qui s'installent et qui défrichent la forêt et qui la grignotent un peu comme font les fourmis qui grignotent les feuilles des arbres. Donc on pourra revenir dans la discussion sur ces phénomènes-là. Et juste, puisque j'étais dans le chapitre la migration et la continuité des écosystèmes, il y a eu des études, notamment une qui est assez fameuse, montrant l'effet de la fragmentation de l'écosystème forestier sur la diversité. Et donc, ils ont saisi l'opportunité de fronts pionniers en Amazonie pour repérer des isolats forestiers de certaines tailles variables et pour étudier l'effet de la taille de l'isolat forestier, de la distance aux autres, etc., sur la conservation ou la disparition des espèces. Et donc, évidemment, ces isolats forestiers sont impactés du point de vue du microclimat. Ils sont soumis au vent, ils sont soumis au soleil, à l'érosion parfois. Il y a un impact sur la taille des populations des espèces qui habitent cet isolat forestier. Ce sont automatiquement des populations réduites, puisque l'espace est réduit. Donc le nombre d'individus qui représentent l'espèce dans cet isolat est limité, et donc c'est une fragilité. La taille elle-même de la communauté.
on reviendra peut-être sur ce que signifie communauté. La taille de la communauté des espèces est réduite, ce qui fait que les frugivores, par exemple, ne trouvent plus suffisamment d'alimentation tout au long de leur cycle annuel. Et puis la distance aux autres massifs forestiers préservés est plus ou moins grande, et quand elle est grande, évidemment, la migration est rompue. Et donc, un autre graphique, simplement ce qu'il faut comprendre dans ce graphique, c'est qu'il y a une relation entre la taille du fragment et la conservation des espèces, ou la disparition, ça dépend dans quel sens on le lit. Mais pour le simplifier, on peut dire, ce que j'ai écrit là, c'est que pour réduire d'un facteur 10, on pourrait dire 10 fois la perte des espèces qui constituent le massif forestier. Et là, quand je parle d'espèces, il s'agit de toute espèce confondue, pas simplement des arbres. Eh bien, il faut augmenter la taille du fragment forestier par 1000. Donc, vous voyez la relation d'échelle entre la conservation d'un côté et la taille du fragment à conserver. Ce qui fait que quand on veut mettre en place des programmes de conservation des écosystèmes, l'effet taille est extrêmement important. Et donc, il ne faut pas croire qu'en conservant un timbre-poste quelque part, qui représente la forêt tropicale par exemple, mais c'est valable pour d'autres écosystèmes, pas que pour la forêt tropicale, on va préserver sur le long terme la biodiversité. Dans beaucoup de situations, il faut des espaces de taille adaptés à l'écosystème. Et là, pour la forêt tropicale, ce sont des grands espaces. La forêt tropicale, ce sont les grands espaces. Voilà. Le phénomène de, fragmentation touche tous les continents, bien entendu. Et là, c'est une diapositive qui vous montre les projets routiers en Afrique. Alors évidemment, les projets routiers, ça fragmente la forêt. Mais d'un autre côté, on comprend bien que les pays concernés, que ce soit le Brésil, que ce soit les pays africains, etc., veulent aussi développer leur économie et ne voient pas pourquoi ils seraient freinés dans leur développement pour des considérations qui parfois viennent d'autres pays. C'est ce que j'essaie de vous montrer ici. Cette carte vous montre la densité des réseaux routiers dans le monde. Plus c'est rouge, plus c'est dense. Plus c'est bleu, moins c'est dense. Et vous voyez évidemment que les grands espaces à forte densité routière, ce sont l'Europe occidentale, ce sont les États-Unis, le Japon. Dans une moindre mesure, la Russie. Dans une moindre mesure, le sud de l'Amérique du Sud, l'Afrique du Sud, l'Australie. Mais vraiment, les grands pays d'infrastructures routières, ce sont l'Europe et les États-Unis. L'Amazonie est encore relativement préservée de cette forte densité. Alors, avant de passer à ce sujet-là, quand je titre « Qui sont les donneurs de leçons ?», je veux attirer votre attention sur le fait que quand on dit qu'il faut conserver la forêt, etc., on n'est parfois pas compris. C'est le risque. Et d'où parlez-vous ? Et donc, ça, c'est un problème. Mais il n'y a pas que des chercheurs occidentaux qui attirent l'attention sur la conservation des forêts. Au Brésil, en Afrique, etc., il y a aussi des chercheurs africains, brésiliens, etc., ou asiatiques, qui attirent l'attention. L'idée, pour la rendre simple, ce serait de dire « ne faisons pas les mêmes erreurs ». Mais, vous voyez, c'est compliqué. Ensuite, un des derniers aspects dont je voulais vous parler, c'est que ces forêts, notamment la forêt amazonienne, elle n'est pas vierge au sens où on l'entend classiquement, qu'elle n'a jamais été touchée par l'homme. Elle a abrité des populations humaines depuis des millénaires, et ces populations humaines ont développé des civilisations avec des agricultures,
Notamment ici, ce schéma, cette carte illustre deux grandes civilisations, disons, basées sur l'agriculture, l'une du maïs et l'autre du manioc. Et donc, d'une manière générale, c'est la dernière phrase de la diapo, d'une manière générale, les forêts, et les forêts tropicales aussi, mais l'ensemble des forêts, ont été impactées par l'humanité il y a environ 10 000 ans, quand l'humanité est passée d'une vie de chasseur-cueilleur, on va dire, à une vie plus agricole et de plus en plus agricole. Et donc, les estimations actuellement sont que la biomasse végétale et la biomasse forestière, durant les 10 derniers millénaires, a été divisée par 2. C'est-à-dire qu'on a perdu... Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais à quel point le stock de carbone est important dans les forêts. Eh bien, il y a 10 000 ans, avant que les humains interviennent, on va dire, il en avait 2 fois plus. Ce sont les estimations. Voilà. Et donc, ces civilisations ont domestiqué des espèces, comme cet arbre géant qui est la noix du Brésil, que vous consommez peut-être parfois à l'apéritif. Ont transformé des sols, comme ces sols noirs très fertiles de la forêt amazonienne, qu'on appelle les terra preta au Brésil. Et donc ces sociétés humaines anciennes ont su visiblement tirer parti de ces écosystèmes sans les compromettre, puisqu'ils existent encore. Et c'est certainement là une source de leçons pour le futur. Et puis pour terminer, voilà quelques photos de nos expéditions en vous remerciant de votre attention. Voilà, merci. Merci beaucoup de ce voyage en Amazonie. Une petite question de compréhension. Souvent, les botanistes, les écologues, vous employez le mot de biome, qui est pas vraiment connu, je pense, ou relativement peu. Qu'est-ce que c'est que ce mot ? Disons qu'un biome, c'est un vaste ensemble qui va regrouper plusieurs formes d'écosystèmes, etc. Donc c'est un cadre plus général, le biome forestier. Et dans le biome forestier, vous allez avoir des nuances, évidemment. Et le biome, ça réfère à tout l'ensemble de la vie qui est enfermée dans cet ensemble. D'accord. Et tu as évoqué tout à l'heure la question de communauté d'arbres. Oui. Alors, communauté, on entend par communauté, en fait, sur les humains, en tout cas, je dirais un groupe plus ou moins homogène, mais avec des relations, avec derrière éventuellement une organisation, etc. C'est pas simplement... je dirais, un ensemble pris au hasard. C'est pas la même chose. Comment ça se passe dans la forêt en général, mais évidemment sur la forêt tropicale, sur cette communauté? Est-ce que les arbres se connaissent entre eux? Est-ce qu'il y a des relations qui s'établissent? Alors, je ne dirais pas que les arbres se connaissent entre eux. Et dans certaines théories écologiques, les assemblages se font au hasard. Maintenant, moi, dans mes études, j'ai travaillé notamment sur la dissémination des espèces. Et il y a des choses que l'on connaît très bien. Vous savez, pour qu'il y ait les forêts tropicales, notamment la forêt amazonienne, plus de 80% des espèces sont disséminées, c'est-à-dire dispersées au loin des pieds parentaux par les animaux. Et donc, pour qu'il y ait des populations animales, il faut qu'il y ait des ressources pour ces populations animales. S'il n'y a qu'une seule espèce qui fait ressource, eh bien, quand la production des fruits de cette espèce est passée, c'est la disette pour la population animale. Or, on s'aperçoit que les espèces se relaient dans le temps. Et il y a parfois des relais tout à fait flagrants, d'autres parfois plus flous.
hein. Mais ce relais dans le temps des espèces permet aux espèces disséminatrices de subsister et en retour de disséminer. Donc là, ce sont des relations qui ne sont pas des relations comme dans les sociétés humaines, avec des contrats, on va dire, mais ce sont des associations de, on va dire, plus opportunistes, hein, mais qui fonctionnent. C'est-à-dire que s'ils n'existaient pas, eh bien, la forêt ne pourrait pas persister. Et j'ai étudié ce qu'on appelle la phénologie. Je ne sais pas si ça vous parle, la phénologie, c'est quelque chose de pas très compliqué. C'est la répartition dans le temps des événements qui caractérisent la végétation, la poussée des feuilles, la floraison, la fructification, etc. Eh bien, notamment en Guyane, où j'ai étudié ce phénomène, on a quelque chose de très particulier, qui est que la fructification, même s'il y en a toute l'année, elle se distribue avec une intensité particulière au moment de la saison des pluies. Et là, beaucoup d'espèces fructifient, ensuite beaucoup moins. Et parmi les mécanismes écologiques auxquels on pense pour expliquer ce phénomène-là, parce que au fond, pourquoi toutes les espèces fructifieraient au même moment alors que les animaux, ça serait mieux que ce soit plus échelonné? Eh bien, il y a un phénomène qu'on appelle la satiation, c'est-à-dire parmi les animaux qui s'intéressent aux fruits et aux graines, il n'y a pas que des disséminateurs, il y a aussi ce qu'on appelle des prédateurs de graines, comme ici les sangliers par exemple, quand ils broient des glands, alors que les geais les disséminent. Eh bien, lorsque il y a tellement de production que les espèces prédatrices ne peuvent pas tout consommer, on appelle ça une forme de saturation, on appelle ça la satiation, comme quand on mange, et à ce moment-là, tout n'est pas détruit. Et donc le phénomène de regroupement des productions, c'est une forme de recherche adaptative, on va dire, hein, pas calculée, mais adaptative de la satiation. Alors parfois, les espèces le font par elles-mêmes. On appelle ici la glandée en français. Lorsque tous les chênes se mettent à produire, c'est une seule espèce qui fait ça, ou très peu. Et la glandée fait qu'il y a satiation des prédateurs de graines, notamment des sangliers, et pendant ce temps, les geais peuvent disséminer les glands. S'il n'y a pas satiation, toute la récolte est consommée par les sangliers. Je vous prends le sanglier comme exemple. Il n'y a pas de dissémination. Voilà. C'est pour illustrer. Et est-ce qu'il y a des cas de figure sur lesquels il y a à la fois un bénéfice pour les deux, c'est-à-dire un bénéfice pour l'arbre par exemple, et puis pour l'animal ou pour le champignon, etc. Je crois qu'on appelle ça les symbioses notamment. Tout à fait. Alors les symbioses sont extrêmement importantes dans le monde végétal en général et en forêt tropicale également. Alors on a des associations. Alors la symbiose, c'est l'association la plus aboutie, où on est vraiment très intime entre organismes vivants, mais on a des associations beaucoup moins intimes et parfois même non obligatoires. On a toute la gradation entre les associations occasionnelles et les associations obligatoires, c'est-à-dire que pour faire simple, vous connaissez l'association des lichens. Hein, le lichen, c'est l'association d'un champignon et d'une algue qui est devenue obligatoire pour que l'espèce lichen puisse vivre. Par contre, dans d'autres cas, l'association n'est pas obligatoire. Et parmi les associations fortes, il y a les fixateurs d'azote, hein, et qui sont très nombreux. Les espèces sont très nombreuses à fixer de l'azote dans ces forêts-là. On en trouve ici, bien évidemment. Alors, il y a quelque chose, pour avoir eu la chance de me promener un peu dans ces forêts, notamment en Guyane, il y a quelque chose qui est quand même totalement étonnant, c'est de voir un sol qui paraît pas très important dans la mesure où il y a souvent du granit en dessous, donc pas grand-chose, mettons. Enfin, je ne connais pas l'épaisseur, mais c'est pas du tout important. Et puis des arbres qui font 60 mètres de haut, qui sont des espèces de cathédrales absolument incroyables. Comment ça tient ? Et comment ils montent au ciel ? Alors, là où le sol ne paraît pas très épais, à l'œil
pardon, hein, c'est un profane. Mais c'est parce qu'il y a aussi des affleurements rocheux. Mais si vous avez vu, j'avais montré une diapo tout à l'heure où on voyait la colline qui avait été taillée par l'installation d'une piste. En fait, les sols, ce qu'on appelle le sol vrai, c'est quoi le sol vrai? C'est la partie supérieure du sol qui est fabriquée par la vie, hein, les micro-organismes, les vers de terre, les feuilles mortes, etc. Le sol vrai, il est plus ou moins épais, il peut aller jusqu'à 2-3 mètres d'épaisseur, hein, mais, ou quelquefois plus. Ici, dans nos régions, il est très peu épais, hein, et donc, en dessous de ce sol vrai, il y a ce qu'on peut appeler, en parlant de manière, disons, plus vulgaire, la roche pourrie. On appelle saprolite dans le monde scientifique. Là, ça veut dire roche pourrie. Et les sols ont pour origine les roches. Je pense que peut-être je vous apprends rien, ou je vous apprends quelque chose, mais c'est la roche qui se décompose qui génère le sol. Mais pas que. Il faut que cette roche décomposée, elle ait été retravaillée pendant des temps longs, parfois des millénaires, par des micro-organismes, par des vers de terre, etc., pour donner la couche la plus sombre du sol, qui contient de la matière organique et qui est structurée de manière à ce qu'elle devienne poreuse. Donc comme elle est poreuse, elle laisse pénétrer l'eau des pluies, elle laisse pénétrer les gaz, comme l'oxygène, qui sont nécessaires à la vie des racines. Si par contre le sol est aminci par l'érosion, ce qui se produit aussi dans ces forêts-là, à ce moment-là, le sol vrai est très peu épais, le système racinaire, du coup, est superficiel, et les arbres sont fragiles, et ne viennent pas si haut que ça, parce qu'ils sont plus fragiles, moins bien alimentés en eau, etc. Est-ce que la qualité du bois, dur ou au contraire beaucoup plus léger, etc., a beaucoup d'importance dans ces forêts? Absolument. La qualité du bois, et notamment la densité du bois, on appelle ça des traits d'espèces. Donc il y en a, par exemple, ça peut être l'épaisseur des feuilles, l'épaisseur de la couche superficielle des feuilles, la cuticule, mais ça peut être la taille des graines qui sont disséminées. Mais la densité du bois fait partie des traits très importants pour la vie des espèces. Et pour en faire une description très rapide du rôle dans l'écosystème, souvent les arbres au bois les plus denses, et quand je parle de bois les plus denses, en Guyane, ça va jusqu'à des densités supérieures à 1. Ça veut dire quoi supérieur à 1? C'est supérieur à celle de l'eau. Donc ce sont des bois qui ne flottent pas. Si vous prenez un de ces bouts de bois, vous le posez dans l'eau, il coule. Ces bois très denses, on les trouve généralement chez des arbres de taille moyenne, voire petite. Par contre, les très grands arbres ont des densités moyennes, voire faibles. Et donc, il y a un lien entre la capacité des arbres à devenir de grands arbres géants émergeant de la canopée et leur densité de bois. Il y a également un lien dans leur place dans le cycle de renouvellement de la forêt. Les premières espèces qui s'installent au moment où la forêt a été cassée, ce que je vous ai montré dans une diapo, ce sont des espèces à bois léger, qui poussent très rapidement. Et au fur et à mesure que la forêt mûrit, on a des espèces à bois plus lourds qui s'installent et qui prennent le relais. Et les forêts, qu'on pourrait dire matures, sont composées d'espèces à bois plus denses, plus dures. Voilà. Une dernière question avant de vous passer la parole. Dans un des graphiques qui était lorsque tu as présenté ces 3 graphiques sur le contenu en carbone, c'était assez frappant de voir qu'on avait plutôt un contenu en carbone qui est augmenté un peu, mais une mortalité qui augmentait considérablement, si bien que finalement le solde, si j'ai bien compris, le solde à la fin le solde net diminuait. Voilà, il diminue. Alors, il n'est pas encore négatif. Voilà, il n'est pas encore négatif, mais il diminuait. Pour quelle raison cette mortalité? Alors, c'est ce que j'ai essayé d'évoquer en vous introduisant la notion de turnover forestier et de dynamique forestière.
une des possibilités, c'est que à la fois les turbulences atmosphériques, l'irrégularité des pluies qui causent des sécheresses, etc., et éventuellement le fait qu'en devenant de plus en plus grands, ces arbres qui accumulent de la biomasse, ils deviennent grands, mais du coup, ils deviennent plus susceptibles aux coups de vent, à la mortalité, parce que plus un arbre est grand, plus il est sensible à la sécheresse, par exemple. Donc, il peut y avoir une sensibilisation globale de la forêt aux aléas climatiques, etc., et une augmentation du turnover forestier. Pour l'instant, on n'a pas des explications absolues. Ce sont des hypothèses sur lesquelles nous travaillons pour dire voilà ce qui peut se passer. Et est-ce que la forêt amazonienne notamment était la même il y a 10 000 ans, 20 000 ans, 30 000 ans, 50 000 ans? C'est avant toute éventuellement intervention anthropique humaine. Alors, c'est difficile à dire pour une raison scientifique, qui est que dans nos régions, nous avons pu reconstituer les végétations anciennes essentiellement en étudiant les pollens fossiles. On a des séries chronologiques dans des dépôts de lacs, par exemple, où le sédiment du lac retrace l'historique de l'évolution sur des millénaires. Et en prenant des petits échantillons dans le sédiment du lac, on sait dater ces échantillons avec les méthodes carbone 14, par exemple, etc. Et on reconstitue la chronologie du changement de végétation en étudiant les pollens qui sont contenus dans ce sédiment. Il y a très peu d'études comparables en Amazonie. Pourquoi ? Parce qu'il y a très peu, alors il y en a, mais il y en a quand même très peu, et il y a beaucoup moins de gisements favorables en Amazonie. Par exemple, en Guyane, les Guyanes sont des systèmes érosifs, c'est-à-dire que ce sont d'anciennes, pour faire simple, d'anciennes montagnes érodées, et donc il y a très peu de dépôts lacustres qui permettraient de faire ce genre d'études. Donc ça, c'est pourquoi on ne sait pas. Après, on pourrait se dire la chose suivante, il y a 10 000 ans, à peu près, des populations se sont installées et ont transformé l'Amazonie. Donc, raisonnablement, on peut faire l'hypothèse que la forêt n'était pas la même parce que l'impact humain, ça a été de la transformation. Et donc, on peut considérer que cette forêt n'était pas la même. Mais comment était-elle vraiment ? C'est plus compliqué à dire. Même s'il n'y avait que des chasseurs-cueilleurs, pratiquement. Oui, mais assez rapidement, il y a eu... Il n'y avait pas d'agriculture encore. C'est ce que je vous montrais, l'agriculture du maïs et l'agriculture du manioc ont été très très importantes en Amazonie. D'accord. Et donc, il y a eu de l'agriculture, bien entendu. D'accord. Et ce sont des sociétés qui, à la fois, pratiquaient... Alors, il y avait évidemment des chasseurs-cueilleurs purs, mais ce n'était pas probablement la majorité des gens. Probablement, c'est des personnes retournées à l'état de vie sauvage, entre guillemets. Mais par contre, les sociétés un peu développées pratiquaient l'agriculture depuis de longues dates. Voilà. D'accord. Ouais. Même avant l'agriculture dans nos pays, donc pratiquement. Quoi, hein. Presque en même temps. On va dire presque en même temps. Quoi. Merci, un petit peu après. Merci de toutes ces précisions. Est-ce que vous avez des questions à poser à Daniel Sabatier Oui, alors on enregistre, vous le savez. Et on publie ensuite après l'enregistrement sur le site éco-dialogue.fr. Donc, soit il y a un micro, il y a un micro, voilà, il y a un micro baladeur qui est là. Donc, vous levez la main et puis vous attendez que Oriane vous amène le micro. Oui, bonjour. Donc, vous parlez de forêt primaire en faisant un petit raccourci. J'ai entendu que Francis Allais, avec tout un groupe en fait de botanistes, avait l'envie d'en recréer en France en rachetant de vastes terres. Que pensez-vous de cela ? Est-ce que c'est possible ? Comment c'est possible ? Comment recréer ça ? Et combien de temps il faut ? Alors, je ne me suis pas entendu prononcer le mot de forêt primaire, mais peut-être que... Ah, d'accord. Mais parce que, en fait, c'est un
un concept qu'on utilisait beaucoup. Et puis on s'est rendu compte que voilà, il était ambigu parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas cette origine-là. Pour être sûr qu'une forêt est primaire, c'est-à-dire que voilà, elle a persisté très longtemps et qu'elle n'a jamais eu d'aléas de type intervention humaine, il faudrait qu'on ait des chronologies telles que celles dont je vous parlais à propos des pollens. Donc, du coup, maintenant, on ne sait pas trop comment dire. Alors, souvent, on entend dire forêt mature. Voilà, bon. Bref. Pour ce qui est de l'initiative de Francis Allais, de dire ben, ce serait bien qu'en France, on ait des forêts que l'on laisse aller de leur libre cours, de manière à avoir des écosystèmes représentatifs de ce type de forêt. Moi, je pense que ça devrait avoir été fait de longue date. Alors après, reste la question de la taille de ces écosystèmes ou de ces... Voilà, qui pose problème dans nos pays puisqu'on occupe toute la surface. Donc ça pose problème et c'est difficile à réaliser. Ça peut générer des conflits, évidemment. Ça peut aussi se faire peut-être avec des consensus. Pourquoi pas ? Donc il y a un problème de dimensionnement. Moi, je pense que dans des parcs naturels, tout près de nous, je pense au parc des Cévennes, il y a des forêts dans le parc des Cévennes. Je ne vois pas pourquoi toutes ces surfaces forestières seraient gérées, on va dire, par l'exploitation forestière. On pourrait avoir des espaces forestiers que l'on laisserait en milieu naturel, puisque un des objectifs de ces parcs, je dis bien l'un des objectifs, puisque ce n'est pas uniquement la conservation des espèces ou des milieux naturels, c'est aussi la symbiose homme-milieu. Hein, mais un des objectifs, c'est justement d'avoir ces espaces naturels. Je pense que ça pourrait se faire et que ce n'est pas une mauvaise idée de faire ça. Reste à voir, évidemment, la complexité de la mise en œuvre. Hein. Ensuite, j'y vois un autre intérêt. Je vous ai montré une carte qui était la densité du réseau routier et j'ai utilisé ça pour vous dire, bon, il y a quand même un problème entre ceux qui donnent des bons conseils et puis les autres. Je crois que les bons conseils, on doit se les appliquer nous-mêmes aussi. Et donc, ça serait un signal, comme quoi nous aussi, on prend notre part. C'est la même chose pour certaines populations animales à problème. Et il ne faut pas nier le fait qu'elles sont un problème. Je veux dire, quand un berger a eu ses moutons égorgés par un loup, c'est un problème. Il ne faut pas le nier. Le berger, il est traumatisé, etc. Les moutons aussi. Mais on doit pouvoir collectivement soutenir les bergers de telle manière qu'ils puissent trouver des parades, par exemple, et au fond donner un signal positif. Parce que sinon, le même processus se reproduit partout. Je ne vois pas pourquoi on conserverait des lions, des tigres en Asie, et des trucs comme ça. Donc, on doit, je crois, prendre notre part. Et voilà, pour être logique avec nous-mêmes aussi. Oui. Voilà. Est-ce qu'on peut le faire ? C'est une autre question. Voilà. Oui, je rebondis tout de suite sur votre question pour vous indiquer qu'on aura le plaisir de poser, vous aurez le plaisir de poser directement la question à Francis Allais. Alors attention, il ne viendra pas le 28, on est obligé de décaler la date, il va venir le samedi 7 novembre. Hein. Donc samedi 7, on ne sera pas ici parce qu'il y a déjà beaucoup de demandes, on sera sur le foyer municipal qui est juste à côté. Et vraisemblablement, il y aura une inscription hein, pour avoir des gens qui soient prioritaires. Donc, vous allez pouvoir vous inscrire sur le site du festival. Voilà. Et puis, la deuxième réflexion aussi, c'est qu'on est en train déjà de commencer à travailler sur les éco-dialogues du festival de l'année prochaine, qui, on l'espère tous, aura lieu cette fois-ci au mois de juillet. Et le thème sera très vraisemblablement la biodiversité.
et dans de façon large. Et évidemment, le problème que vous venez de poser, Daniel, du compromis, en quelque sorte, de cet équilibre entre l'homme et la nature sera évidemment au centre de cette question-là. Autre question? Alors, soit une autre personne, soit soit de nouveau. Allez-y. Je continue donc. Vous avez parlé tout à l'heure du transfert de l'eau des milieux forestiers sur le continent un peu plus loin. Vous avez parlé également des paysans qui continuent à accaparer les terres. Est-ce qu'en prenant une agriculture différente, je ne sais pas, culture étagée notamment, est-ce qu'il n'est pas possible de perdre un petit peu moins d'eau peut-être? J'ai pas compris, en prenant des cultures Étagées. Ah, étagées. Des formes d'agroforesterie. L'agroforesterie, faire de manière traditionnelle en fait. On voit en Italie par exemple. Il existe des formes de culture étagée en Italie par exemple. Pourquoi pas, mais là je pensais plus en fait au milieu tropical justement. Ouais. Où en fait on a les grands arbres, ensuite les moyens. Oui, oui, oui. Alors c'est l'agroforêt. C'est carrément l'agroforêt. Alors l'agroforêt fait partie des solutions. Elle n'est pas que l'unique solution. Elle fait partie des solutions. C'est produire avec des arbres. Ça permet de conserver certaines fonctionnalités de l'écosystème, une part de la diversité, etc. Ça a été bien montré. Oui. C'est toujours mieux que de réduire la forêt à l'état d'herbage. Parce que je vous ai montré l'Amazonie, le front pionnier avec des parcelles, mais dans les grandes fazendas, on transforme la forêt en pâturage. Pâturage qui servent à élever des bovins, qui servent à alimenter le marché international de la viande, etc. Donc on parle souvent du problème de la viande. Donc voilà, on touche à des tas de choses. Mais quand on transforme la forêt en pâturage, il est clair qu'on rompt à la fois la pénétration de l'eau dans les sols, c'est-à-dire qu'on accentue le ruissellement, l'érosion. Si c'est fait sur de grandes superficies, on accentue la dynamique des cours d'eau, avec donc des possibilités d'inondation. Et ensuite, comme les sols n'ont pas reçu leur quota d'eau pour disons, se stocker dans les couches profondes du sol qu'on évoquait tout à l'heure, qui sont les altérites, les racines n'ont plus rien à puiser, et puis elles ne sont plus là puisque c'est des herbages, et l'enracinement des herbages est très superficiel. Donc il n'y a pas cette redistribution. Donc il est effectivement à craindre que des grands massifs forestiers qui seraient trop cassés, on va dire, trop morcellisés par la mise en culture de ce style, ne rempliront pas leur fonction de redistribution de l'eau. Et évidemment, l'agroforesterie, elle, garderait cette fonction, tout à fait. Ouais. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut prendre une dernière question, et puis après on va, s'il y en a plus. Pour terminer, dans quelques semaines, cette rencontre, vous pourrez la réécouter sur le site Éco-Dialogue, sur lequel vous avez maintenant les vidéos de pratiquement ces 2 dernières années. Merci à tous.